Pourquoi l'or du Sahel finit-il dans les coffres de l'Occident, alors que l'Afrique ne reçoit que du papier? Écoutez bien. Au cœur d'une imprimerie ultra sécurisée, en plein centre de la France, les machines ronronnent sans relâche. Des milliers de billets flambants neufs, décorés de symboles africains, sortent chaque minute de ces presses. Ils ressemblent à de la monnaie africaine. Mais ils naissent en Europe. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres plus au sud, sous la chaleur étouffante d'une mine malienne, le bruit sourd d'une pioche frappant la roche résonne. Voilà le vrai son de la richesse. La sueur, le sang, les sacrifices du Sahel. Depuis plus de 80 ans, ces deux mondes sont liés par une machine cruelle. La France imprime le papier, l'Afrique fournit l'or. Résultat, le papier reste ici, l'or par là-bas. Le franc CFA, présenté au monde comme une garantie de stabilité, n'est pour les leaders africains qu'une ultime chaîne coloniale. Mais ce matin, le 12 février, tout a changé. Dans la ville de Niamey, une annonce a secoué les banques centrales de Paris à Washington. L'Alliance des États du Sahel a lancé la feuille de route de sa propre monnaie souveraine, la monnaie Sahel, adossée à l'or, et cette fois, plus question de demander la permission à qui que ce soit. Imaginez un instant. Et si la richesse de l'Afrique profitait enfin à l'Afrique? Et si, pour la première fois depuis des générations, vous pouviez protéger votre pouvoir d'achat, échapper aux sanctions occidentales, et bâtir une économie sur des fondations qui ne s'effritent pas au moindre caprice de Paris ou Bruxelles? Le risque, c'est de rester prisonnier d'un système qui appauvrit le Sahel pour enrichir l'ancien colonisateur, de continuer à troquer notre or contre du papier dont la valeur se décide ailleurs. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Celui d'une révolution silencieuse, où la stabilité millénaire de l'or rencontre la puissance du numérique, pour redonner à nos peuples le contrôle de leur destin. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, remontons à l'histoire invisible du franc CFA. Saviez-vous que l'indépendance monétaire était une illusion pour 14 pays africains? Pendant des décennies, on a fait croire aux peuples d'Afrique de l'Ouest qu'ils contrôlèrent leur destin économique. Mais derrière les beaux discours, il y avait le franc CFA. Un nom qui, pour beaucoup, rime avec stabilité et héritage colonial, mais qui, en réalité, a surtout servi à perpétuer une dépendance quasi totale à la France. Dès la naissance du franc CFA, une règle implacable s'est imposée. 50% des réserves de change de chaque pays utilisant cette monnaie devaient être déposées obligatoirement au Trésor public français. Oui, vous avez bien entendu, la moitié de la richesse monétaire de 14 nations africaines était littéralement bloquée dans des coffres à Paris. Résultat? Impossible pour ces pays d'utiliser pleinement leurs propres ressources pour investir, développer leur industrie ou répondre aux besoins urgents de leur population. Mais ce n'est pas tout. La France ne se contentait pas de garder l'argent. Elle contrôlait également l'inflation, fixait les taux d'intérêt et décidait des investissements autorisés. Toute tentative d'émancipation financière se heurtait à un mur invisible, celui des décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des bureaux feutrés qui n'avaient jamais respiré la poussière du Sahel, ni vu la sueur de ses mineurs d'or. Les budgets nationaux, les politiques de crédit, les grandes orientations économiques, tout passait inévitablement par un filtre parisien. On nous a longtemps fait croire que le franc CFA protégeait nos pays de l'inflation et de l'instabilité. Mais dans la réalité du quotidien, il symbolisait plutôt la servitude. La monnaie n'était même pas imprimée localement. Elle était fabriquée en France, puis livrée en Afrique comme n'importe quel produit d'importation. Comment parler de souveraineté monétaire quand on ne contrôle ni la presse à billets, ni la politique monétaire, ni même l'accès à ses propres réserves de change? Ce système a eu une conséquence dramatique. Il empêchait les États du Sahel d'investir massivement dans leur propre développement. Au lieu de financer des infrastructures, des écoles ou des hôpitaux, ils devaient demander la permission pour utiliser leur propre argent, ou pire, s'endetter aux conditions fixées par l'extérieur. Pendant ce temps, les profits tirés des ressources naturelles, notamment de l'or, immense richesse du Mali et du Burkina Faso, étaient évacués vers l'étranger pour renforcer des devises qui ne servaient jamais réellement les intérêts locaux. Le risque, c'était de rester éternellement piégé dans ce cycle.
une richesse réelle transformée en promesse de papier, dépendance aux fluctuations d'un euro ou d'un dollar lointain, et une jeunesse condamnée à observer sa prospérité s'envoler sans rien pouvoir y changer. C'était accepter que chaque crise dans les banques européennes puisse menacer le pouvoir d'achat en Afrique, que chaque sanction politique imposée depuis Paris gèle des milliards d'euros qui auraient pu servir à bâtir l'avenir. Mais ce cycle, aujourd'hui, est brisé. La monnaie Sahel naît sur une base radicalement différente. Le Sahel choisit l'or, pas pour le vendre, mais pour fonder sa propre liberté. Imaginez. Hier encore, la monnaie du Sahel, le franc CFA, était comme une ombre portée de l'euro, garantie par la France, gérée selon les intérêts de Paris et non ceux du peuple. Les décisions prises à des milliers de kilomètres se traduisaient ici par une perte de pouvoir d'achat, une dépendance, une vulnérabilité permanente face aux sanctions et aux manipulations du système bancaire occidental. Mais ce temps-là touche à sa fin. Désormais, la nouvelle monnaie du Sahel n'est plus arrimée à l'euro, ni sous la tutelle d'aucune puissance étrangère. Elle est adossée à l'or, un actif concret, universellement reconnu, et surtout, impossible à imprimer ou à dévaluer sur simple décision politique. C'est un socle de valeurs réelles, ancré dans le sol du Sahel. La révolution va plus loin. Pour la première fois, le Sahel construit ses propres raffineries d'or. Fini le temps où les lingots partaient brut vers l'Europe pour en revenir à peine reconnus. L'or sera raffiné ici, tamponné du sceau du Sahel, et une partie de cette richesse physique devra obligatoirement être livrée à l'État. C'est une rupture nette avec l'ancien système où la monnaie n'était qu'une promesse floue, une dette en attente de paiement. Ici, chaque unité de la nouvelle monnaie correspond à un poids précis d'or gardé dans les réserves nationales. Contrairement à ce que répètent les économistes occidentaux, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas de la nostalgie pour un monde dépassé. C'est une avancée majeure, qui combine l'assurance de l'or et la rapidité du numérique. Le Sahel ne fait pas que stocker de l'or dans des coffres, il le fait vivre à l'ère digitale. Grâce à une blockchain souveraine, chaque citoyen du Sahel détient une part tangible de cette réserve à travers un portefeuille numérique. Quand vous recevez votre salaire, ce n'est plus un simple chiffre créé par une banque centrale étrangère. C'est un certificat numérique, adossé à 1 gramme, à 1 centième d'once d'or, stocké ici, chez vous. Ce système est révolutionnaire parce qu'il coupe court au levier de chantage de l'Occident. Le système bancaire occidental ne peut plus dévaluer la monnaie du Sahel, ni la bloquer, ni imposer des sanctions comme il l'a fait, décennie après décennie, contre ceux qui osaient s'émanciper. Les paiements ne passent plus par New York ou Francfort, mais directement d'un citoyen à un autre, d'une entreprise à une autre, à la vitesse de la lumière, sans intermédiaire, sans surveillance extérieure. Évidemment, ce pari n'est pas sans risque. Le Sahel s'expose à des représailles, sanctions économiques, tentatives d'isolement du système financier mondial, voire pression politique ou menaces sur ses infrastructures numériques. Si le système vacille, c'est toute la crédibilité du projet qui est en jeu, et avec elle, l'espoir de rompre le cycle de dépendance. Mais pour la première fois depuis l'indépendance, le pouvoir de création monétaire appartient au Sahel, s'appuyant sur une richesse réelle, non sur une dette. C'est le passage de la soumission au choix, du flou à la transparence, de la vulnérabilité à la souveraineté. Mais alors, face à ces risques et aux menaces de représailles, comment la monnaie Sahel se protège-t-elle concrètement ? Quels sont les défis techniques, politiques et économiques à surmonter pour que cette révolution ne soit pas qu'un feu de paille ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et si le Sahel montrait la voie à toute l'Afrique, voire au monde entier ? C'est cette question qui, aujourd'hui, fait trembler les grandes puissances occidentales. Car derrière l'apparition de la monnaie Sahel, adossée à l'or et indépendante du franc CFA, se cache un bouleversement que Paris, Washington et Bruxelles redoutaient depuis des décennies, la perte de leur contrôle monétaire sur l'Afrique de l'Ouest. Depuis toujours, l'arme favorite de l'Occident, c'est le réseau SWIFT, cette sorte de guillotine financière qui, d'un simple clic, peut exclure un pays des échanges mondiaux. C'est ce qui est arrivé à l'Iran, à la Russie, et la menace plane depuis longtemps sur le continent africain.
Couper le Sahel de SWIFT, c'est le scénario envisagé aujourd'hui. Plus de transferts bancaires, plus d'achat de médicaments, plus de vente de matières premières. En somme, transformer la région en île isolée, la condamner à l'asphyxie économique. Mais voilà, cette fois, le Sahel a anticipé. Sa nouvelle monnaie, construite sur une blockchain souveraine et garantie par de l'or, n'a tout simplement plus besoin des banques de New York ou des chambres de compensation de Francfort. La valeur circule directement, de personne à personne, d'entreprise à entreprise. Et surtout, parce qu'elle repose sur un actif tangible, l'or. Elle attire naturellement tous ceux qui cherchent à s'émanciper du piège du dollar. C'est là que tout s'accélère. Dès l'annonce officielle, l'Alliance du Sahel dépose sa candidature pour intégrer le système de paiement alternatif BRICS Bridge, piloté par la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil. Imaginez une entreprise minière chinoise achetant du lithium au Mali, réglant en crédit numérique Sahel adossé à l'or. Ces crédits peuvent ensuite servir à payer du pétrole russe ou du blé indien, sans jamais passer par un dollar ou une banque occidentale. C'est la souveraineté monétaire, pure et simple, et une brèche immense dans le monopole financier occidental. Face à ce séisme, la panique gagne les élites occidentales. En quelques heures, les discours changent. Hier qualifié d'archaïque et d'utopique, le projet est désormais décrit comme dangereux et déstabilisateur pour l'ordre mondial. La Banque mondiale publie des alertes sur les risques d'hyperinflation. Le ministère des Finances français menace de sanctions sévères. Mais surtout, les grandes institutions bancaires européennes préparent le bouton nucléaire. Déconnecter les pays du Sahel du réseau SWIFT pour de bon. Le but ? Faire de la monnaie Sahel un fantôme numérique, inutilisable hors du désert. Mais les architectes de cette révolution le savent. On ne peut pas prétendre à la souveraineté tout en restant dépendant des infrastructures de l'adversaire. La véritable valeur du Sahel, c'est son or, son sol, sa capacité à se réinventer en marge des circuits imposés. C'est là que tout se joue. Soit le Sahel réussit, inspire d'autres pays africains, et le domino CFA s'écroule, mettant à mal l'économie française et l'ordre monétaire mondial. Soit la répression s'intensifie, l'isolement s'installe, et le rêve de souveraineté tourne au cauchemar. Mais pour la première fois, l'Afrique de l'Ouest ne subit plus. Elle propose un modèle. Un modèle qui pourrait bien séduire d'autres continents en quête de liberté monétaire. Mais concrètement, comment cette révolution se vit-elle au quotidien pour les populations? Et surtout, quelles leçons peut-on déjà en tirer? Le vrai test d'une révolution, c'est ce qui arrive dans la cuisine, pas dans les palais. Qu'est-ce que cela change concrètement d'avoir une monnaie adossée à l'or quand on vit à Tombouctou, à Niamey ou quelque part dans la brousse du Sahel? Eh bien, la première différence, c'est la stabilité. Pendant des décennies, nos économies ont été à la merci des décisions prises loin d'ici, dans des bureaux feutrés à Paris ou à Bruxelles. À chaque fois que l'euro vacillait, c'était nos marchés qui tremblaient. Quand le FMI ou la Banque centrale européenne décidèrent de dévaluer, d'ajuster ou de sanctionner, ce sont vos économies, votre salaire, votre épargne qui fondaient, comme neige au soleil. L'inflation, ce n'est pas juste un mot de banquier. C'est ce qui rend la viande trop chère, ce qui met la scolarité hors de portée, ce qui fait que le salaire d'hier ne suffit plus à nourrir la famille aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la monnaie Sahel, adossée à l'or, change la donne. Vous savez ce que vaut votre argent, parce qu'il est lié à une richesse tangible, extraite de votre propre sol. La valeur ne dépend plus d'un politicien étranger, ni des caprices des marchés occidentaux. Personne ne peut effacer une barre d'or d'un simple clic, ni couper la valeur de votre travail en trafiquant Internet. La monnaie numérique Sahel, c'est la confiance dans le réel, dans l'or palpable et dans le code inviolable, pas dans une promesse lointaine. Le pain acheté aujourd'hui, avec de l'argent qui garde sa valeur demain, c'est plus de sécurité pour la mère de famille, plus de prévisibilité pour le commerçant, plus de confiance pour l'éleveur qui veut investir dans un troupeau. C'est aussi, pour la première fois depuis des générations, la possibilité de bâtir une vraie richesse intergénérationnelle. Fini l'obligation d'envoyer ses économies à Paris pour protéger la valeur. Les coffres de Bamako, Ouaga, Niamey se remplissent avec de l'or bien réel, symbole d'une souveraineté qu'on croyait impossible.
Attention cependant, toute révolution s'accompagne de défis. Des risques techniques subsistent, une panne du système, une faille informatique, ou l'apprentissage nécessaire pour des millions de citoyens. Il y aura des attaques médiatiques, des campagnes de peur orchestrées de l'extérieur, cherchant à semer le doute ou provoquer la panique. Mais ces épreuves sont le prix à payer pour sortir de la tutelle. Reprendre le contrôle, c'est aussi assumer la responsabilité de la gestion, du progrès, du succès. En somme, la monnaie Sahel, ce n'est pas juste un symbole politique. C'est un outil qui redonne le pouvoir d'achat, la dignité et la prévoyance dans les mains de chacun. Votre sueur vaut désormais de l'or, littéralement. Le droit de commercer, d'épargner, de transmettre aux enfants ce que vous avez construit, n'est plus suspendu à une décision venue d'ailleurs. Mais alors, la souveraineté monétaire est-elle enfin devenue réalité? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Aujourd'hui, les machines françaises impriment encore, mais dans le Sahel, on pèse de l'or. C'est une image forte, presque irréelle, et pourtant, elle marque un tournant que beaucoup n'osaient même plus espérer. Pendant des décennies, la richesse du Sahel n'était qu'un chiffre sur des billets fabriqués à Paris, son destin décidé loin de ses terres, au gré des fluctuations de l'euro ou des humeurs d'un conseil d'administration étranger. L'inflation semblait une fatalité, un poison silencieux. Elle grignotait le salaire du vendeur de marché à Niamey et le petit pécule du berger du Nord Burkina. Elle volait la nourriture dans la bouche des enfants, les médicaments des mains des anciens. Mais ce 12 février 2026, lorsque le soleil s'est couché sur la première journée de la monnaie du Sahel, ce sont les règles mêmes de la survie qui ont basculé. On a vu, preuves à l'appui, l'emprise des imprimeries françaises fondre. Les coffres de Bamako et de Ouaga se sont remplis de notre or, celui de nos terres, celui de nos ancêtres, enfin reconnu comme socle de valeur. On a assisté à la naissance d'un système de paiement numérique, conçu pour contourner les blocages venus de l'extérieur, pour que plus jamais une sanction ne puisse paralyser un peuple. Et c'est là que le récit dominant se trompe. Il ne s'agit pas d'un retour nostalgique à l'étalon or ou d'un caprice de leader. C'est une alliance inédite, la stabilité de l'or, la fluidité du numérique, la fin de la dépendance. Car lorsque la monnaie s'appuie sur un bien tangible, sur la réalité du sol, aucun banquier, aucun gouvernement étranger ne peut la faire disparaître d'une simple frappe de clavier. Pour la première fois depuis des générations, un commerce, une économie, une vie peuvent s'organiser sans craindre que la sueur d'aujourd'hui soit dévaluée demain. Bien sûr, la route ne sera pas sans obstacles. Les attaques spéculatives vont pleuvoir, les erreurs de jeunesse seront raillées, chaque défaut amplifié par les médias occidentaux pour annoncer la faillite à venir. Car il faut le dire, notre réussite, c'est leur obsolescence. Mais ceux qui cherchent à détourner le regard du vrai changement n'ont pas compris. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une politique monétaire, c'est un acte de décolonisation. Posséder sa monnaie, c'est briser la dernière chaîne invisible. C'est dire, notre labeur vaut quelque chose de réel, et nous pouvons enfin échanger d'égal à égal. Si vous pensez que la dignité d'un peuple vaut plus qu'un don venu d'ailleurs, alors ne détournez pas votre regard de ce moment. Aujourd'hui, la révolution n'a pas de canon, mais elle a de l'or et du code. Elle n'a pas besoin de bruit, mais de ceux qui voient le monde changer silencieusement sous leurs yeux. Rater cette révolution, c'est rater le début d'un nouveau siècle africain, et peut-être d'un nouvel équilibre mondial. Je suis Viette, et ici, le papier est mort, l'or est à nous. Restez attentifs, l'histoire ne fait que commencer.